Que signifie manger en politique? Quels sont les pouvoirs de la table? L'essayiste et journaliste Jonathan Sixou vous le raconte dans Triompher en festin, sa formidable histoire de France en 20 repas qui vient de paraître chez Perrin. Jonathan Sixou, bonjour. Bonjour. J'allais dire bon appétit, mais ça ne se dit pas. Ça fait partie des bonnes manières de ne pas le dire. Vous avez fait un travail d'historien d'une précision extraordinaire, puisque vous êtes parti du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Quand on remonte aussi loin, comment sait-on ce que dégustaient les puissants? Il y a toujours eu des chroniqueurs, il y a toujours eu des observateurs, soit officieux, soit officiels, qui ont permis d'écrire l'histoire, au sens le plus large du terme. Et il y a donc toujours eu des témoins qui ont écrit, dès lors qu'on pouvait écrire, sur la table, sur le faste de la table. Si on parle là, c'est le cas de mon livre, La table de France, l'histoire de France. Il y en a toujours eu. Ça remonte au plus haut Moyen-Âge, avec des imprécisions, avec parfois des choses extrêmement précises. Ça peut être la décoration de la salle, ça peut être la somptuosité de la table, mais pas forcément ce qu'il y a dans les assiettes. Quand il y en avait des assiettes, en l'occurrence, puisque avant les assiettes, il y a ce qu'on appelle les tranchoirs, qui sont des tranches de pain épaisses sur lesquelles on pose le morceau de viande pour absorber la sauce. On va donner un exemple tout de suite. Oui. De la même façon que quand des gens vont au restaurant gastronomique, souvent ils gardent les menus en souvenir, ils les font signer par le chef. Là, on est en juin 1520. C'est le camp du Drap d'Or. François Ier rencontre Henri VIII. Je donne un des menus, parce que ça va durer longtemps, les agapes. 15 jours. Œufs de caille farcis au caviar, doré impérial de la Caspienne, champagne et château de Saran, mousse de queue d'écrevisse sauce Nantua, sel d'agneau rôti aux truffes, etc., etc. Alors ça, c'est un menu qui viendra plus tard et qui est inspiré de ce qui s'est fait au camp du Drap d'Or. Il faut nous raconter ces 15 jours de festin. 14 jours précisément, on est près de Calais, dans le nord de la France. La rencontre est hautement symbolique, mais aussi stratégique. C'est-à-dire que Henri VIII cherche à ce moment-là à divorcer. Il voudrait s'appuyer sur les bonnes relations que François Ier entretient avec le pape pour que le pape puisse valider son divorce. Et puis surtout, côté français, François Ier cherche un allié de poids pour contrer qui? Pour contrer Charles Quint. Je raconte tout de suite la fin. C'est un banquet de dupes, finalement, puisque à l'issue de ces agapes somptuaires, Henri VIII scellera un accord avec Charles Quint et non pas avec François Ier. Mais entre-temps, on a un parc d'attractions gastronomiques. Gastronomique, mais parce qu'on va manger. C'est-à-dire que il y a deux camps qui se font face, deux campements plus précisément, et camp du Drap d'Or est à prendre au sens propre du mot. C'est-à-dire que les tentes françaises sont rebrodées de fils d'or. Au soleil, on a l'impression que c'est tout un campement composé de briques, de briques en or massif. C'est incroyable. Et puis, il faut imaginer qu'à l'intérieur de ces tentes gigantesques, qui peuvent faire 30 mètres de diamètre, c'est considérable, il y a toute la vaisselle de la cour qui est exposée, comme on le fait, c'est une vieille tradition médiévale. On expose ces richesses. On expose, lorsqu'on reçoit, sur des vaisseliers qui peuvent varier de taille, la vaisselle d'or, d'argent, tous les récipients également en cristal de roche. On imagine toute cette débauche de moyens. C'est-à-dire comme des armements. Comme on mettrait des épées ou ces richesses, on dit voilà mon vaisselier, voilà mon trousseau. Exactement. Et démontrer sa richesse, c'est démontrer également sa puissance, forcément. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les chroniqueurs du temps s'intéressent et sont fascinés par la somptuosité française, parce que les Français vont évidemment mater les Anglais en termes de somptuosité et de parade, mais ils ne parlent pas tant de la table. Pour s'intéresser, pour savoir ce qu'ils ont mangé, il faut regarder les livres de comptes, parce qu'ils nous sont parvenus. Et là, on voit les quantités phénoménales. Exemple d'un repas entre François Ier et Henri VIII à l'époque. C'est encore assez médiéval. Il faut savoir que le temps de la gastronomie est un temps long. C'est-à-dire que on a mangé à peu près la même chose de l'Antiquité au Moyen-Âge et du Moyen-Âge au XVIIIe siècle. Donc, François Ier, en 1520-21,
La table royale ressemble à la table médiévale réellement, c'est-à-dire que c'est d'abord et avant tout une profusion de nourriture. C'est des viandes rôties, ce sont des poissons quand il y en a qui peuvent être servis en pâté, dans des pâtés en croûte, dirions-nous aujourd'hui, des tourtes, et la débauche de nourriture, ce qu'on peut appeler, si vous voulez, un gâchis symbolique, participe de la table royale en général. Gâchis symbolique, c'est-à-dire un gaspillage alimentaire, mais qui n'est qu'apparent, puisqu'après, on recycle tout, on redistribue tout. Évidemment. Mais l'idée est de servir bien plus de nourriture qu'il en faut aux convives, et ensuite, les plats qui n'ont été touchés qu'avec les yeux repartent à l'office, et là, ça alimente tout un système, effectivement, vous avez raison, pour nourrir déjà, et enrichir également tous les échelons inférieurs de la cour, et les fournisseurs même de la cour. Jonathan Sixou est l'invité de Radio Classique ce matin, triompher en festin, une histoire de France en 20 repas. On va enjamber les époques parce que les municipales approchent. J'aimerais qu'on parle des maires. En 1900, banquet républicain, Troisième République toute jeune et vaillante, conquérante, Exposition universelle à Paris. On est à l'apogée de ce qu'a pu être la France, même si Napoléon III, c'est derrière nous. Mais voilà. Et là, on va soigner, on va accueillir, on va chouchouter 23 000 maires de France à Paris. 23 000. C'est, et l'expression n'est pas usurpée, le plus grand repas assis de l'histoire de l'humanité. On est en plein dans l'exposition universelle de 1900 et il y a le traditionnel, il existe encore aujourd'hui, le repas des maires. Mais la France, comme vous le dites, est à ce moment-là vraiment se présente comme le phare de l'humanité occidentale, du moins. Et l'expo de 1900 est quelque chose de gigantesque de tous les points de vue. Donc, il est question de faire le plus beau et le plus grand repas du monde, ce qui a été fait. C'est le repas des maires, mais il y a également les députés. C'est le président de la République, Loubet, est présent. Et des tentes qui font 500 mètres de long sont dressées dans le jardin des Tuileries. Il y a plusieurs jours d'installation considérables. Et c'est la maison Potel et Chabot qui a déjà servi, parce qu'ils se sont fait une spécialité déjà sous le Second Empire, de savoir faire des repas pour des milliers de personnes, qui est mandatée pour servir donc ces 23 000 personnes qui vont manger. Et qui vont manger chaud. Non, le repas est servi froid. C'est un menu servi froid, mais c'est un menu qui a dû être cuisiné, parce que ce sont des ballotines de faisan, ce sont des saumons à la parisienne, c'est-à-dire servis froid, mais avec une macédoine de légumes, etc. Donc il y a quand même énormément de cuisson et de préparation auparavant. Vous préparez les pâtés, il faut préparer les ballotines en tout genre. Et donc ce sont des jours et des jours de préparation. À l'époque, les laboratoires, comme on dit aujourd'hui, de Potel et Chabot sont du côté de Chaillot. Les fours et autres marmites tournent à plein régime pendant des jours et des jours. Il faut imaginer également qu'il y a près de 2000 maîtres d'hôtel, il y a une armada, mais réellement une armée plus précisément de serveurs aussi. Et on a des photos, il y en a une qui est reproduite d'ailleurs dans le livre, ce sont des rangées continues sur 500 mètres de long de tables dressées, des couverts, des serviettes, des nappes, etc. pour accueillir tous ces... Et alors tout ça doit être servi dans un temps record, puisqu'il y a la visite de l'exposition universelle derrière pour les maires. Donc le repas va durer 1h30, et au lieu d'aller à l'exposition universelle, les maires qui se sont un peu encanaillés, qui ont bu, etc., ils ont envie d'aller à l'Élysée. Donc au lieu d'aller à l'exposition universelle, beaucoup vont aller visiter l'Élysée avec Émile Loubet, c'est bien ça? Exactement, ça s'est terminé dans une certaine confusion et une petite bousculade avec une ivresse joyeuse. C'est-à-dire que les maires, effectivement, qui viennent de la France entière, par délégation, devaient aller visiter l'expo universelle. Et le président Loubet avait des rendez-vous dans la journée et donc rentrait à l'Élysée. Ils n'ont pas voulu le quitter, ils l'ont suivi. Il faut imaginer des milliers de personnes qui le suivent et ça se termine par une sorte de garden party improvisée sur les pelouses de l'Élysée. À ce moment-là, servir des politiques ou des diplomates à table, c'est une démonstration de force. Et puis les choses vont s'affiner. Vous décrivez le repas que le général de Gaulle veut servir, non pas à l'Élysée, mais à la Boisserie, au chancelier allemand Adenauer, pour rapprocher la France et l'Allemagne. Et là,
le général de Gaulle a des mots que je vous laisse retrouver qui sont tout à fait fantastiques. Le général de Gaulle a conscience de l'importance de la table et de la représentation de la table française. Et quand il reçoit à l'Élysée, le général de Gaulle ne compte pas, alors même qu'il est proche, qu'il est attentif aux finances de l'État. Lorsqu'il reçoit avec son épouse à l'Élysée, c'est la France qui reçoit. Et là, on peut tout se permettre dans la mesure du raisonnable. Mais le général, même il apprécie les bons plats français, parce qu'il fait de la table française la vitrine de la France, il sert les produits français, les viandes, les poissons, les légumes de France, pour en faire une démonstration, là aussi, de savoir-faire français. Le général, lui, a des goûts qu'on pourrait qualifier de rustiques, bourgeois, c'est-à-dire qu'il aime la cuisine qu'Yvonne, son épouse, lui fait à la boisserie. Des plats en sauce, des ragoûts, de la blanquette de veau, de l'oreille rôtie, des frichtis. Exactement. Et c'est vrai qu'il est question de recevoir le chancelier Adenauer et quand ses proches conseillers lui disent on va organiser un déjeuner à l'Élysée, il dit non, ce sera à la boisserie. Et quand on lui demande pourquoi, il répond parce que ça aura plus de ragoût. Ça aura plus de ragoût. Cette phrase est fantastique. Alors, que vont-ils manger à la boisserie On ne sait pas très bien ce qu'ils mangent à la boisserie. Mais ce sera rustique. Ce seront les plats que je vous ai cités, c'est-à-dire vraiment des plats de classiques français. On peut imaginer parfaitement tous ces plats en sauce. On peut imaginer évidemment les fromages qui suivent et le vin. Le général aimait modérément boire, mais il était très surveillé par sa femme, qui donnait même des instructions au majordome de l'Élysée pour ne pas le servir, ou du moins ne pas le servir autant que les autres invités. Et le général s'en plaint de façon assez amusée, par exemple en disant de façon ostensible à son voisin de table « Ah tiens, vous avez du vin blanc ». Oui, il était privé. Alors ce déjeuner à la boisserie avec le chancelier Konrad Adenauer donne lieu à un déjeuner à l'Élysée le 22 janvier 63, avec un repas très protocolaire cette fois-ci, avec un consommé rubis, des homards froids sauce gribiche, un dindonneau rôti au marron, des pommes gaufrettes et un soufflé harlequin au chocolat bicolore. Clicquot 1953, je m'arrête là. On vous écouterait des heures, c'est formidable. Il y a 20 repas à décortiquer, vous faites ça dans le détail. Et des menus. Quelle conclusion vous tirez sur le pouvoir et la gastronomie en 30 secondes ? C'est lié, et ça a toujours été lié parce que les hommes et les femmes ont toujours aimé boire et manger, et il a toujours fallu marquer un événement, quel qu'il soit, que ce soit une victoire militaire, une victoire diplomatique, un mariage, une fête religieuse. Et pour marquer l'événement, pour le sceller dans les mémoires et pour le sceller en être humain, si vous voulez, vous et moi, autour d'une table, qu'est-ce qui va nous marquer ? Qu'est-ce que l'on va retenir de l'événement, quel qu'il soit ? C'est les victuailles que nous aurons partagées ensemble. Parce que la table, c'est le partage, par définition, par essence. Et marquer un grand événement par un repas qui sort de l'ordinaire, c'est ça qui va marquer effectivement les mémoires. Et la preuve, 1000 ans après, 500 ans après, tel ou tel événement marqué par un festin, eh bien, on continue d'en parler. Jonathan Sixou au micro de Radio Classique. Triompher en festin, ça paraît chez Perrin. C'est une très belle réussite. Ouvrage documenté, vous allez le dévorer. Merci Jonathan Sixou, à bientôt. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et notre esprit libre, nos esprits libres aujourd'hui, Jean-Marie Colombani et Géraldine Vossner, Radio Classique. Il est